Amina Mokrani qui va nous présenter la place de la chimiothérapie. Bonjour. Bonjour à tous. Je suis réellement ravie d'être là parmi la communauté gynécologique. Je remercie la STGO pour m'avoir conviée à son 32e congrès et on m'a chargé de vous parler de la place de la chimiothérapie dans les tumeurs trophoblastiques gestationnelles. Malheureusement, il y a plein de choses qui ont été dites. Je vais vous montrer l'œil de l'oncologue. Alors, vous savez tous que les tumeurs trophoblastiques gestationnelles, c'est des tumeurs qui sont très rares. D'ailleurs, ça fait partie des pathologies orphelines en oncologie gynécologique. Et dans ce sens, c'est des tumeurs qui peuvent être difficilement traitables, dans le sens où on a besoin d'une prise en charge multidisciplinaire qui regroupe différentes spécialités d'horizons diverses. Et dans ce centre, il y a un centre de référence qui a été créé déjà en 1999 en France, à Lyon, dont l'objectif était d'optimiser, d'uniformiser la prise en charge aussi bien diagnostique que thérapeutique des maladies trophoblastiques gestationnelles. Alors, de quoi parle-t-on? C'est, on va dire, les seules pathologies tumorales qui sont liées à la fécondation. Alors, c'est une maladie qui est très hétérogène, donc qui regroupe les molles idatiformes, donc tumeurs bénignes, et puis le groupe des tumeurs trophoblastiques gestationnelles, qui est composé par les molles invasives, les choriocarcinomes, les tumeurs au niveau du site d'insertion placentaire et les tumeurs épithélioïdes. Donc rares, c'est-à-dire moins de 1% des cancers gynécologiques. C'est des tumeurs qui sont hyper sécrétantes, biomarqueur tumoral, donc c'est le taux de HCG. Elles sont réputées par être des tumeurs chimiosensibles et chimiocurables, donc ce qui fait le bonheur de nous oncologues. Et puis la prise en charge thérapeutique doit être obligatoirement adaptée aux facteurs pronostiques. Donc sur le plan hétérogénéité, on a une diversité et une disparité aussi bien sur le plan clinique, sur le plan histologique, sur le plan pronostique, sur le plan thérapeutique, sur le plan sûrement génétique et moléculaire. Donc les molles idatiformes, c'est tout ce qui est bénin. Les molles invasives, les choriocarcinomes, c'est des tumeurs qui sont très hautement malignes, le plus souvent découverts à un stade métastatique. Et puis, la particularité, c'est les tumeurs du site d'insertion placentaire et les tumeurs épithélioïdes, qui sont malheureusement peu sensibles à la chimiothérapie. Il y a quand même certaines indications de chimiothérapie pour ces tumeurs, et c'est plutôt l'apanage d'une hystérectomie. Comment on va définir les tumeurs trophoblastiques gestationnelles? C'est assez simple, c'est une définition qui est purement biologique. Donc c'est la FIGO 2000. Donc on a soit un taux de HCG avec un plateau sur au moins 4 dosages successifs, ou bien une ascension du taux de HCG sur au moins 3 dosages successifs, ou bien on va avoir une stagnation du taux de HCG plus que 6 mois après l'évacuation. Pour toutes ces patientes, on a besoin de proposer un traitement complémentaire et en l'occurrence basé sur la chimiothérapie. Fait important pour les tumeurs trophoblastiques gestationnelles, c'est qu'on n'a pas besoin d'examen histologique. D'ailleurs, c'est une exception en cancérologie, c'est que dès le diagnostic biologique de TTG, on va démarrer notre chimiothérapie. Le diagnostic histologique va plutôt avoir un impact sur le plan pronostic et notamment des choriocarcinomes ou des tumeurs de mauvais pronostic, à savoir les tumeurs d'insertion placentaire. La stadification anatomique, toujours de FIGO, donc 4 stades. Le stade 1, c'est une maladie qui est limitée à l'utérus. Le stade 2, c'est une maladie qui dépasse l'utérus mais qui reste confinée au tractus génital. Le stade 3, c'est les métapulmonaires. Et le stade 4, c'est les méta-extrapulmonaires. Comment on va classer sur le plan pronostique ces tumeurs? Il est impératif de les classer d'ailleurs selon FIGO parce que ça va avoir un impact sur le plan pronostic. Donc on a un scoring de 0 à 4, différents critères, on calcule le score. Si le score est inférieur ou égal à 6, donc c'est des tumeurs de bas risque. Si le score est supérieur ou égal à 7, c'est des tumeurs qui sont de mauvais pronostic. Alors, les recommandations de l'ESMO, la Société européenne d'oncologie médicale, sur les néoplasies trophoblastiques gestationnelles, ça date de 2013, donc ça fait bientôt une vingtaine d'années pour vous dire que
Rien n'a vraiment changé depuis. Donc, ce qu'elles disent, les guidelines ESMO, c'est que c'est des tumeurs qui sont chimiosensibles, chimiocurables, pas besoin d'histologie, mais malheureusement, c'est des tumeurs qui peuvent résister à la chimiothérapie. Dans ce cas, on va avoir une réascension du taux de HCG en cours du traitement, ou bien on va avoir une stagnation sur au moins 2 cures de chimiothérapie. Quel est le profil de patientes qui vont résister à cette chimiothérapie? On a des paramètres prédictifs, les patientes âgées, les patientes avec un diagnostic de choriocarcinome, celles avec un taux de HCG qui est élevé, un score FIGO élevé. Ces patientes-là peuvent être susceptibles de résister à la chimiothérapie. On va commencer par les tumeurs de bon pronostic, donc avec un score FIGO qui est inférieur ou égal à 6. C'est le traitement historique depuis maintes années, c'est le méthotrexate, c'est la référence. C'est un traitement qui donne des taux de réponse qui peut dépasser les 90%. On n'en voit pas ça en oncologie dans les autres tumeurs. C'est un traitement en plus qui est assez bien toléré, donc avec une faible toxicité. On a différents protocoles de méthotrexate hebdomadaire en IM, en IV, des doses successives, 2 doses par semaine, associées ou non à l'acide folinique. Ce traitement va être maintenu jusqu'à 6 semaines après, bien sûr, normalisation du taux de HCG. Est-ce qu'on peut faire mieux que le méthotrexate dans les TTG à bas risque? Il y a eu quelques études, là c'est la Cochrane de 2016, plus de 600 patientes et c'est randomisé, non randomisé. Ils ont comparé face-to-face le méthotrexate en monothérapie versus l'actinomycine. Vous voyez bien dans ce forest plot que l'actinomycine il fait un peu mieux que le méthotrexate en termes de taux de réponse objective, en termes de survie sans récidive, en termes de survie globale, mais le talon d'Achille de l'actinomycine en monothérapie, c'est la toxicité. Le méthotrexate, c'est très bien toléré, mais par contre, avec l'actino, on a plus d'alopécie, plus de mucite, plus de diarrhée, plus de toxicité hématologique. Donc il faut vraiment faire la balance entre bénéfices et risques. Et ces deux traitements ont la particularité également qu'ils n'ont pas d'impact négatif sur la fertilité ultérieure des patientes. Autre étude qui avait comparé le métho versus actino, c'est une publication du JCO en 2011, 240 patients. Alors avec l'actino, on a presque 70% de réponses complètes versus 53,3% avec le méthotrexate. Dans cette étude, l'actino était assez bien toléré. En plus, c'est un schéma facile à administrer puisqu'on fait une injection toutes les 2 semaines, contrairement au méthotrexate hebdomadaire. Et puis, un point important à souligner, c'est que pour les patientes avec un diagnostic histologique de choriocarcinome, les patientes avec un taux de HCG qui dépasse les 5000, les patientes également avec un score qui dépasse les 4, là, c'est plutôt l'actinomycine qui marche mieux que le méthotrexate. Malheureusement, dans une faible proportion de cas, on peut avoir des tumeurs de bas risque qui vont résister à la monochimiothérapie par méthotrexate. Et là, ça va être un changement, bien sûr, de chimiothérapie. Lorsque le taux de HCG il est inférieur ou égal à 500, au début du diagnostic, on va switcher vers l'actino en monothérapie. Pour celles avec un taux de HCG qui dépasse les 500, ça va être un switch vers la polychimiothérapie. On se dit que c'est une maladie qui est plus agressive, donc on va être encore plus intensif. Et puis, quel que soit le taux de HCG, on peut proposer la combinaison VP16-actino. C'est des traitements qu'on va maintenir jusqu'à négativation des HCG, puis on fait 2 cures de consolidation. Pour les tumeurs trophoblastiques gestationnelles de mauvais pronostic, donc ça va être la polychimiothérapie, soit des protocoles à base de MTX, soit des protocoles avec les cisplatines. On a le fameux EMACO. Le fameux EMACO, donc c'est le protocole le plus ancien et le plus utilisé. On peut avoir également la polychimiothérapie par MAC, méthotrexate, actinomycine plus un alkylan. Les taux de réponse peuvent arriver jusqu'à 80, même dépasser les 80%. Pour les polychimiothérapies avec cisplatine, on a l'EMA-EP, des taux de réponse qui frôlent les 100%. On a le protocole APE, donc à base d'actino, cisplatine, VP16,
c'est le protocole du centre de l'IGR en France, 94% de taux de réponse objective. On peut avoir également les MACO précédés de 2 cures de VP16 platine, surtout pour des maladies qui sont très symptomatiques, avec une extension assez importante, aussi bien sur le plan local que sur le plan métastatique. Alors, les MACO, ça date de 97, c'est une publication du JCO, une cohorte de 272 patientes. Alors, les MACO, c'est premier jour actino, étoposide méthotrexate, J2 actino, étoposide acide folinique, et le J8, on fait du cyclophosphamide plus de la vincristine. C'est un traitement qui est maintenu jusqu'à 6 à 8 semaines après la négativation du taux de HCG. Les résultats de l'EMACO, on a des taux de réponse complète de l'ordre de 80%, ce qui est quand même un chiffre assez important pour des patientes avec un score pronostic élevé. Et puis pour la survie globale, 86,2% avec, vous voyez bien, un plateau qui peut durer jusqu'à plus que 20 ans. Donc un maintien du bénéfice en survie globale de la polychimiothérapie par EMACO. L'autre protocole, c'est le protocole APE. En fait, c'est l'Institut Gustave Roussy qui utilise beaucoup ce protocole. C'est une étude qui a été faite chez eux, 95 patientes, une survie globale de 98%, des taux de réponse objectifs 94,9%, peu de chimiorésistance, peu de rechute, également peu de toxicité. Donc, ils ont eu que 3 décès dans une due à la TTG. Alors, ce protocole APE, il marche aussi bien pour les patients traités en première ligne, pour des tumeurs trophoblastiques gestationnelles de mauvais pronostic, avec des survies aussi bien globales que sans récidive qui sont assez importantes, mais également en rattrapage après échec d'une polychimiothérapie à base d'EMACO. Alors, il n'y a pas eu jusqu'à ce jour d'essais, on va dire randomisés, qui avaient comparé ces deux protocoles, EMACO versus APE, ces deux protocoles qui marchent. Ils ont un profil de toxicité qui est assez différent. Malheureusement, pour ces tumeurs de mauvais pronostic, elles peuvent échapper à notre polychimiothérapie. Et là, on a différents protocoles. Il n'y a pas réellement de recommandation grade 1. On peut faire de l'EMA-EP. C'est un protocole qui marche, mais qui est assez toxique. Il y a quelques chimiothérapies basiques à base de paclitaxel, de cyclophosphamide, de gemcitabine. Et on a le protocole TPTE, ce qu'on fait d'ailleurs nous à l'Institut. Donc, c'est une alternance cisplatine-paclitaxel et étoposide paclitaxel. Alors, le protocole de rattrapage EP-EMA, donc c'est également une publication dans le JCO en 2000. Ils ont pris une quarantaine de patientes avec des choriocarcinomes, mais également avec des tumeurs au niveau du site d'insertion placentaire. Vous voyez bien que pour toute la population, la survie globale pour ces patientes est de 81%. Par contre, pour le petit pool de patientes avec une tumeur d'insertion placentaire, la survie est moindre, 50% de survie. Donc, c'est des tumeurs ça témoigne que c'est des tumeurs qui sont de plus mauvais pronostics. Alors, sur le plan toxicité, c'est un protocole qui est assez toxique. On a à peu près 40% de toxicité grade 3, 4, essentiellement une toxicité d'ordre rénal et hématologique. Donc là aussi, il faut faire la balance entre le bénéfice et la tox. Mais généralement, c'est des toxicités qu'on arrive à manager, puisque c'est des drogues qui sont anciennes. On est assez habitué à ça. Le protocole de rattrapage aussi qui peut être proposé, c'est le TPTE. Donc là, c'est une petite phase 2, 24 patientes. Ils ont pris en fait 2 groupes. Le groupe de patientes qui échappaient à la polychimiothérapie, donc c'est le groupe A, 16 patientes, et le groupe B, 8 patientes. C'est des patientes qui ont présenté des toxicités assez importantes à la polychimiothérapie, notamment par les MACO. Donc pour le groupe A, le taux de réponse objective était de 50%, une survie globale de 44%, quand même, c'est pas très fameux. Et puis pour le groupe B, celles qui ont présenté une toxicité post-chimiothérapie, les résultats étaient un peu mieux, avec des taux de réponse de 60% et une survie globale de 75%. Sur le plan toxicité, c'était essentiellement une toxicité hématologique à type de neutropénie et des neuropathies périphériques dues au paclitaxel. Autre option thérapeutique de rattrapage pour ces tumeurs trophoblastiques de haut risque,
c'est l'utilisation d'une chimiothérapie intensive à base de VP16, de cisplatine, de Taxol, de melphalan, suivie d'une intensification, c'est-à-dire une autogreffe de cellules souches périphériques avec des survies sans récidive de l'ordre de 41%. Alors chez nous, on ne fait pas d'autogreffe de cellules souches périphériques pour les tumeurs solides. Alors, l'analyse des facteurs pronostiques pour ces patientes-là qui ont eu une autogreffe de cellules souches, c'est qu'en analyse univariée, ils ont trouvé que le stade FIGO, que les métastases au moment du diagnostic étaient des facteurs pronostiques, et en analyse multivariée, c'est uniquement le taux de HCG avant l'autogreffe qui était associé à un mauvais pronostic. Un petit mot sur les métastases cérébrales. Les tumeurs trophoblastiques gestationnelles et surtout les choriocarcinomes, c'est des tumeurs qui ont un tropisme neurologique. Les métastases cérébrales, donc sur le plan thérapeutique, donc ça va être la polychimiothérapie, EMACO, avec de fortes doses de méthotrexate, avec des injections intrathécales de méthotrexate. Alors l'irradiation, donc la radiothérapie cérébrale, peut être discutée en RCP. Ça permet notamment en cas de métastases multiples d'éviter les hémorragies. On sait que les métastases des choriocards, c'est des métastases qui sont très hémorragiques. Et puis tout ça va être encadré par une corticothérapie à forte dose. Pour les tumeurs du site d'insertion placentaire, tumeurs encore plus rares, plus agressives, l'évolution, elle peut être essentiellement sur le plan loco-régional, mais c'est des tumeurs qui peuvent également métastaser. C'est des tumeurs peu sécrétantes sur le plan biologique et impératif pour ces tumeurs d'avoir un diagnostic anatomopathologique, et ça va être un diagnostic avec une confrontation entre 2-3 anapathes, parce que c'est des tumeurs qui sont très rares, et sur le plan histologique, le diagnostic n'est pas très aisé. Alors sur le plan thérapeutique, c'est chirurgie, donc c'est indication à une hystérectomie d'emblée. La chimiothérapie, elle n'est pas systématique d'emblée, puisque c'est des tumeurs qui sont peu sensibles à la chimiothérapie. Elle peut être discutée notamment en cas de résidu tumoral, en cas de maladie non résécable ou de maladie plurimétastatique. Et là, ça va être une polychimiothérapie, EMACO ou EMA-EP. Alors, la surveillance, Dr Benhamid en a parlé, donc c'est une surveillance qui est basée sur le trépied clinique, biologique et échographique. Une éducation importante de la patiente est primordiale en ce qui concerne la contraception ostroprogestative, qui doit être donc systématique. Dans la durée, va dépendre en fonction du désir ou non de grossesse ultérieure. Ça va être 12 mois après négativation du taux de HCG en cas de tumeur de bas risque et 18 mois, voire 24 mois après négativation du taux HCG en cas de tumeur de haut risque, toujours selon les mêmes recommandations de l'ESMO qui datent d'une dizaine d'années. Alors, un mot sur la fertilité. Est-ce que la chimiothérapie, qu'elle soit mono ou polychimiothérapie, va avoir un impact sur la fertilité ultérieure de ces patientes qui sont assez jeunes? Là, c'est une publication de 98 de Charing Cross Hospital, donc en Angleterre, qui est un centre assez expert sur les tumeurs trophoblastiques gestationnelles. Sur le 1162 patientes, 728 avaient un désir de grossesse. Sur ces 728, 83% ont pu avoir au moins un enfant, 10% de fausses couches et 6% d'infertilité. Et puis si on compare monochimio versus polychimiothérapie, il n'y avait pas d'impact et de différence statistiquement significative sur la fertilité de ces patientes. Alors, on ne peut pas parler d'oncologie, de traitement médical du cancer en 2022 sans parler d'immunothérapie, donc traitement révolutionnaire, antitumoral, qui a d'ailleurs valu à ces deux chercheurs, donc un américain et un japonais, au prix Nobel de médecine en 2018. Alors, comment ça marche? Avec la chimiothérapie, les thérapies ciblées, on va cibler directement la cellule tumorale. Avec l'immunothérapie, on va plutôt réactiver notre système immunitaire. C'est-à-dire que là, on est face à une tumeur. Alors, là, c'est la tumeur, elle surexprime un ligand, le PD-L1. Là, c'est notre lymphocyte T qui exprime le PD-1. La liaison donc ligand-récepteur, PD-1, PD-1, va avoir ce qu'on appelle un échappement tumoral, c'est-à-dire que la tumeur, elle va inhiber notre lymphocyte T. L'utilisation de l'immunothérapie, les checkpoint inhibiteurs, c'est-à-dire qu'on va inhiber soit
le PDL1 au niveau de la tumeur, soit le PD1 au niveau du lymphocyte T, on va avoir une activation lymphocytaire et on va avoir une levée du frein d'inhibition exercé par la tumeur sur notre lymphocyte T. Donc on va avoir une lyse tumorale. C'est quand même un mécanisme assez surprenant pour nous. Alors, l'immunothérapie a été également testée dans les tumeurs trophoblastiques gestationnelles. Là, c'est un papier de 2017. Ils ont en fait analysé l'expression du statut PDL1 dans les tumeurs trophoblastiques gestationnelles. Le PDL1, c'est un biomarqueur prédictif de sensibilité et de réponse à l'immunothérapie. C'est-à-dire que plus le PDL1 est positif, plus on a une meilleure réponse à l'immunothérapie. Alors, ici, par exemple, sur les 30 choriocarcinomes, on a quand même 22 patientes qui surexpriment le statut PDL1. Pour les tumeurs au niveau du site d'insertion placentaire, sur les 14 patientes, on a 4 qui surexpriment le PDL1. Donc ça peut être une piste prometteuse de l'usage de l'immunothérapie, notamment pour les formes réfractaires et résistantes à la chimiothérapie. Et d'ailleurs, il y avait une petite étude, c'est 4 patientes, publication dans le Lancet quand même en 2017. C'est des patientes, 2 avaient un choriocarcinome, 2 avaient une tumeur au niveau du site d'insertion placentaire. Et ils ont évalué le pembrolizumab en rattrapage après une polychimiothérapie. Ils ont trouvé qu'il y avait une réponse complète biologique au bout de 4 injections de pembrolizumab, qui est une immunothérapie anti-PD1. Cette réponse biologique était également associée à une réponse sur le plan imagerie. Il y avait un bénéfice également en survie sans maladie, de l'ordre de 24 mois. La toxicité était assez manageable. Donc la conclusion des auteurs, c'est que c'est quand même une piste à creuser encore par d'autres études afin de encore évaluer l'usage de l'immunothérapie dans les tumeurs trophoblastiques gestationnelles. Alors, plus récemment, l'immunothérapie a été testée. C'est également une petite phase 2, c'est 15 patientes avec des tumeurs trophoblastiques gestationnelles de bon pronostic, mais qui ont échappé à la monothérapie à base de méthotrexate. Ça a été présenté à l'ASCO 2020. Donc l'ASCO, c'est la Société américaine d'oncologie médicale. Et c'est un essai multicentrique français académique. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont pris des patientes avec une tumeur trophoblastique gestationnelle de bas risque, qui ont échappé ou qui ont résisté à la monothérapie par méthotrexate, et ils ont redonné de l'avelimab, donc c'est un anti-PDL1. C'est une cure toutes les 2 semaines, maintenue jusqu'à normalisation du taux de HCG, et puis on fait 3 autres cycles de consolidation. Les caractéristiques des patientes, c'était essentiellement des patientes avec un score pronostic qui dépassait pas les 6, une médiane d'âge de 34 ans, un taux de HCG au-delà de 1000 chez 27% des patientes. C'était essentiellement des stades 3 avec des métastases cérébrales et 100% des patientes avaient reçu du méthotrexate. Une faible proportion de patientes avaient reçu de l'actinomycine en première ligne. Objectif primaire de cet essai, c'était la normalisation du taux de HCG, donc c'était la réponse biologique. Alors, ils ont trouvé 53,3% de réponse biologique. Dans 50% des cas, on a pu éviter le recours à la polychimiothérapie. Et comme objectif secondaire, il y avait un bénéfice en survie sans récidive et également en survie globale. Sur le plan toxicité, c'était essentiellement des toxicités de grade 1-2, assez manageables, et il y avait 3 cas de toxicité relative à l'immunothérapie à base de dysthyroïdie. Donc, les auteurs ont conclu que c'est la première étude mondiale qui avait évalué l'immunothérapie dans les tumeurs trophoblastiques gestationnelles. C'est un essai, certes, avec un faible effectif, avec une population assez hétérogène, mais qui avait induit plus que 50% de réponse biologique, avec quand même un signal fort de bénéfice sur la survie globale et sur la survie sans récidive, une faible toxicité par rapport à la chimiothérapie. Et il n'y avait pas d'ailleurs également un impact négatif sur la fertilité. Sur ces 15 patientes, il y avait une patiente qui a pu mener à terme une grossesse à peu près 1 an après la fin de l'immunothérapie, et elle a accouché d'un petit garçon, donc en très bonne santé. Ce qu'ils recommandent également, c'est de pouvoir inclure ces patientes
entre guillemets, résistantes et réfractaires dans des essais cliniques, puisque c'est des pathologies qui sont rares. Donc, sur le plan thérapeutique, il n'y a pas vraiment d'avancée depuis un certain temps. Alors, je finis par les recommandations. Là, c'est les recommandations américaines qui ont été actualisées, donc NCCN 2022. Ça rejoint ce que je vous ai dit. Pour les tumeurs low risk, c'est soit du métaux, soit de l'actino. Comment? Les tumeurs de bas risque. Qu'est-ce que j'ai dit? Haut risque, excusez-moi. Oups, pardon. Donc, pour les low risk, ça va être une monothérapie, méthotrexate ou actinomycine. Pour les high risk, donc les scores pronostiques au-delà de 7, ça va être une polychimiothérapie, EMACO essentiellement. On peut faire également du VIP, du PEP, etc. Pour les tumeurs au niveau du site d'insertion placentaire, c'est d'emblée la polychimiothérapie, EMACO ou EMA-EP. Et pour les tumeurs qui sont réfractaires, donc plusieurs options, ça peut être l'immunothérapie, donc c'est mentionné dans les recommandations. Ça peut être également l'intensification thérapeutique avec l'autogreffe de cellules souches périphériques. Ça peut être également le protocole TPTE. Donc, il n'y a pas vraiment de recommandation avec un niveau de preuve grade 1. Et puis, je pense que le mot-clé en oncologie, pour finir, c'est vraiment la multidisciplinarité. C'est la prise en charge donc, avec les différents spécialistes. C'est les RCP, qu'elles soient en présentiel ou qu'elles soient virtuelles, notamment par téléphone. C'est ce qu'on fait toujours, notamment avec nos amis gynécologues. Merci beaucoup. Merci, madame, pour cette excellente conférence. La parole est à la salle pour les questions. Merci pour cette excellente présentation. Moi, j'ai une petite question, remarque. Peut-être il faut penser à associer l'immunothérapie dans les cas extrêmes, comme le site d'implantation et tout, avant que ce soit réfractaire avec la polychimiothérapie. En fait, pour le moment, ça n'a pas été... Avec la toxicité, je sais qu'il y a une toxicité. Pour le moment, ça n'a pas été testé. Donc, il y a cette petite phase 2 d'immunothérapie pour les bas risques en rattrapage après monothérapie MTX. Et il y a un autre essai qui est en cours sur la combinaison immunochimiothérapie pour les bas risques, toujours pour les bas risques. Mais pour les tumeurs d'insertion placentaire, pour le moment, ça n'a pas fait l'affaire de l'immuno. Ça va peut-être changer, hein.